Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 7 avril 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. On parlait dans les dernières émissions, je parle toujours de température ici dans mon coin au Québec. Il y avait de la neige, mais là, hier, il y a du verglas. Et ce matin, il y avait près de 1 million de ménages qui n'avaient pas d'électricité. Ça, c'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle. Et ça risque de durer quelques jours. Et la perte de nourriture et tout ça, c'est vraiment désagréable. Mais bon, ici, souvent, il y a des arbres près des fils électriques et quand il arrive des choses comme ça, des vents ou du verglas, ça tombe. Les petites branches ou les grosses branches tombent sur les fils électriques et ça fait des coupures. C'est vraiment pas agréable. Mais je compatis avec tout le monde ici. Moi, je n'ai pas perdu, alors je touche du bois. Hey, on commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! macOS Ventura, la dernière mise à jour, cause un gros bug d'affichage. Il y a environ une semaine, Apple a déployé la nouvelle mouture de macOS Ventura, le dernier système d'exploitation en date pour ses MacBooks, ses Mac Mini et tout le tralala. La mise à jour apporte avant tout des correctifs de sécurité et résout certains bugs. Il arrive également avec quelques soucis techniques. En effet, et ça depuis plusieurs jours, plusieurs utilisateurs se plaignent de l'apparition intempestive d'écrans noirs. On a des écrans bleus sur Windows, mais des écrans noirs sur Mac. Ces derniers peuvent durer jusqu'à plusieurs secondes et surviennent généralement à deux moments. Lors de la connexion à la session utilisateur et juste après avoir entré le mot de passe. Les témoignages ne font pas état d'écran noir lors d'autres opérations. Selon des témoignages sur Reddit, réinstaller la mise à jour ne suffit pas à corriger le problème, ce qui suggère qu'il se situe bien au sein de celle-ci. Déjà bien embêtant, ce bug n'est pourtant pas le seul rencontré par les utilisateurs. En effet, d'autres rapportent également un problème au niveau de leur moniteur externe, notamment avec la fonctionnalité d'économiseur d'écran. Comme l'explique Mac Forever, il arrive que le format ne s'adapte pas à la taille du moniteur, voire parfois qu'il se trouve dans une mauvaise orientation ou avec des couleurs altérées. Or, ce souci était déjà présent sur macOS Ventura 13.2. Pire encore, la première bêta de macOS Ventura 13.4 ne semble pas le corriger. Difficile donc de prévoir quand Apple s'attaquera enfin au problème. Dans les notes de release pour la version 13.3, la firme de Cupertino ne mentionne pas tous ces problèmes d'affichage, malgré les témoignages qui se multiplient. Espérons donc que celle-ci rectifiera le tir avant le déploiement de la prochaine mise à jour. iPhone 15 Pro. Les boutons latéraux utilisables avec des gants et même à travers une coque. Bien que l'été approche à grands pas, les jours froids sont rarement agréables pour les utilisateurs de téléphones intelligents. En effet, devoir retirer ses gants pour déverrouiller son téléphone n'est pas chose facile. Apple compte bien corriger ce problème en proposant de tout nouveau bouton capacitif à semi-conducteur, dont la sensibilité sera réglable à l'extrême. Il sera donc possible de régler le volume de son iPhone 15 Pro et de le déverrouiller avec des gants à travers la coque, l'étui alentour, ou même avec des doigts humides. Ces boutons fonctionnent à l'aide d'une nouvelle puce à très faible consommation d'énergie. Ainsi, il serait possible de les utiliser même si la batterie de l'iPhone Pro est à plat, ce qui, admettons-le, est plutôt courant. Ouais, la batterie à plat, courant, bon. La sensibilité de ces boutons sera ainsi entièrement réglable afin de s'adapter à toutes les conditions. Il serait possible de les utiliser avec des gants et à travers la plupart des coques. À ce sujet, les coques de son prédécesseur, l'iPhone 14, seraient compatibles avec l'iPhone 15. Ça, c'est intéressant. L'iPhone 15 Pro est par ailleurs doté d'un nouveau bouton Action personnalisable qui remplace celui de mise en sourdine et d'un bouton de volume unifié au lieu des boutons de volume haut et bas séparés. Ceux-ci répondront à différents niveaux de pression grâce à un nouveau mécanisme de type Force Touch. Toutefois, les boutons capacitifs à semi-conducteur devraient être exclusifs au modèle iPhone 15 Pro.
Les iPhone 15 standards conservant le même mécanisme de bouton traditionnel que sur l'iPhone 14. Apple, comme à son habitude, devrait présenter son nouveau téléphone intelligent en septembre prochain. Apple annoncera-t-elle un casque de réalité mixte? Depuis que la société californienne a officialisé les dates de sa conférence destinée aux développeurs, on sait avec certitude que le 5 juin devrait être riche en annonces. Toutefois, une question se pose. Le casque de réalité mixte MR d'Apple en fera-t-il partie? Mark Gurman est journaliste pour Bloomberg. Il le répète et le reconfirme, Apple introduira bel et bien son casque de MR et initiera ainsi l'ère post-iPhone. Une nouvelle phase historique pour l'entreprise qui mettra du temps à prendre de l'ampleur. Néanmoins, ce caractère historique souligne bien l'importance que revêt ce produit dont le lancement est risqué mais potentiellement monumental. Apple le vantera en tout cas comme l'incarnation de la prochaine catégorie majeure de ses produits. Le journaliste de Bloomberg croit savoir que la présentation à la WWDC, c'est pas une ligne de lutte ça, inclura la présentation physique du casque avec des sessions de prise en main organisées au sein de l'Apple Park. Mais Apple devrait aussi mettre l'accent sur le système d'exploitation qui l'animera et sur les services qui l'accompagneront. Mais tout cela ne sera qu'une base, car l'essentiel devrait tenir dans un kit de développement que la société proposera à ses développeurs. C'est ce kit qui décidera de l'avenir du casque, puisque selon toute vraisemblance, Apple proposera un App Store pour son casque et qu'une fois encore, les usages seront portés par les applications développées par les membres de la communauté de développeurs d'Apple. Mais la semaine dernière, à la fin de la semaine dernière, il y a eu un autre analyste, Ming-Chi Kuo, je l'ai bien prononcé, analyste très au fait des projets d'Apple. Il soufflait un vent glacé à refroidir les espérances des plus impatients. Au fil d'un long tweet, il revenait sur le fait qu'Apple, je cite, doute que l'annonce de son casque va créer un moment historique aussi fort que l'iPhone. Mais plus important, il indiquait surtout que la production de masse pour assemblage de son casque a été repoussée d'1 ou 2 mois, à la moitié ou à la fin de 2023. Il en concluait que peut-être ce nouveau délai pourrait menacer la présentation physique du casque lors de la WWDC. Ce retard dans la production pourrait également avoir un impact lourd sur le nombre de casques finalement vendus par Apple en fin d'année, durant la période des fêtes qui est toujours le trimestre le plus fort pour le géant de Cupertino. La société de Tim Cook pourrait n'écouler que 200 à 300 000 unités cette année, soit moins que les 500 000 escomptés par les analystes du secteur, ce qui est déjà moitié moins que ce que pronostiquait Mark Gurman il y a quelques semaines. Alors Ming-Chi Kuo, je l'ai bien eu encore, fait un bon résumé des risques auxquels va être confronté le casque de réalité mixte d'Apple. Le ralentissement économique, un prix de vente très élevé, on parle entre 3 et 4 000 $ ou plus, des compromis réalisés avec certaines spécifications matérielles pour la production de masse, comme le poids, un écosystème qui n'est pas encore prêt et les applications. Le téléphone portable fête ses 50 ans. C'est cette semaine, en effet, le 3 avril. C'est le 3 avril 1973 que Martin Cooper, considéré comme l'inventeur du portable, a effectué le tout premier appel sur portable à New York. À l'époque, Cooper travaillait chez Motorola, où, avec son équipe, il était chargé de développer un tout nouveau produit baptisé Dynatac ou Dynamic Adaptive Total Area Coverage, une invention qui va changer le monde et qui continue d'évoluer. Dans une interview avec AFP, celui-ci rappelle qu'il s'agissait d'un appareil pesant plus d'1 kilogramme avec une autonomie de 25 minutes d'appel. Aujourd'hui, Martin Cooper utilise un iPhone qui lui sert principalement à discuter avec les gens. Il admet qu'il est un peu dépassé et qu'il ne comprendra jamais la façon dont ses petits-enfants utilisent leur téléphone intelligent. Et tout en étant optimiste sur la façon dont les portables vont continuer à changer le monde, Cooper confie dans l'interview qu'il est dévasté en observant l'addiction que nous avons développée pour nos téléphones intelligents. Pour lui, les gens qui continuent à regarder leur écran, même en traversant la rue, sont devenus fous.
Mais après que quelques personnes se soient fait écraser, hein, oh, c'est pas gentil ça, ils comprendront. Oh! A aussi déclaré l'inventeur du portable qui, à 94 ans, n'a pas perdu son sens de l'humour. Plus sérieusement, Martin Cooper pense que cette addiction au smartphone passera avec le temps. Celui-ci évoque l'exemple de la télévision qui nous avait hypnotisés au début. En tout cas, de plus en plus de personnes sont aujourd'hui conscientes du problème que représente l'addiction au smartphone. Comme nous l'évoquions dans un précédent article, certains jeunes optent aujourd'hui pour des téléphones plus basiques afin de se détacher des réseaux sociaux et des autres fonctionnalités qui rendent accros. De leur côté, les fabricants proposent aujourd'hui des fonctionnalités de bien-être numérique supposées rééquilibrer notre relation avec la technologie. En ce qui concerne l'invention de Martin Cooper, celle-ci ne cesse d'évoluer 50 ans après ce premier appel à New York. Tout d'abord, on a assisté à la miniaturisation des portables, puis les smartphones sont arrivés. Et plus tard, selon Cooper, les portables seront intégrés à notre corps. Oh! Celui-ci a récemment partagé cette prédiction lors d'une interview à l'occasion du Mobile World Congress. Et Martin Cooper pourrait bien avoir raison, puisque des sociétés comme Neuralink, M. Musk, ou Meta, M. Zuckerberg, travaille aujourd'hui sur des technologies qui permettent de contrôler les appareils électroniques par la pensée. Ici, on n'aura plus besoin de taper sur des touches ou un écran tactile pour interagir avec la technologie. D'autre part, les écrans de smartphones seront probablement remplacés par des lunettes de réalité augmentée. Et plus tard, il est possible que ces lunettes soient remplacées par des lentilles. Google Chrome 112 qui met fin aux applications. Après une première bêta début mars, Google vient d'annoncer la sortie d'une première version stable de la prochaine mise à jour de Google Chrome 112, la version 112 sur ordinateur. Une itération de son navigateur web le plus populaire au monde qui suit la sortie de Chrome 111. C'est un petit peu logique, début mars, ayant surtout apporté des améliorations dédiées à faciliter le travail des développeurs. Si vous décidez de vous convertir au navigateur de Google ou que vous réinstallez Chrome sur un PC, une nouvelle page de bienvenue vous incitera désormais à vous connecter au logiciel via votre compte Google. Chrome 112 met ainsi en avant les avantages de ce choix. Synchronisation entre vos appareils, une meilleure sécurité pour protéger vos mots de passe, ainsi que la sauvegarde de vos favoris. Une nouveauté qui n'est pas encore accessible à tous les utilisateurs de cette version stable. Pour le moment, les changements sont discrets. L'arrière-plan de la barre des onglets passe du gris au bleu pâle, tandis que les champs de texte et boutons se font plus ronds et la barre d'adresse un tout petit peu plus grande. Cette version 112 met un clou dans le cercueil d'une technologie que Google a rendue obsolète, les applications Chrome. Concrètement, ces petits logiciels permettaient d'installer des logiciels via le Chrome Web Store, où vous téléchargez présentement vos thèmes et vos extensions pour un navigateur Chromium. Et les faire tourner directement dans le navigateur sans avoir besoin de les installer sur votre disque de stockage. Il ne sera plus possible de les installer sous Chrome 112. Pour autant, Chrome les a peu à peu abandonnés au profit des Progressive Web Apps, les PWA. Ces dernières utilisent la technologie web comme le HTML, le CSS et le JavaScript pour proposer une expérience proche d'une application native installée sur votre appareil, mais dans une fenêtre séparée de Chrome. Si les applications Chrome sont déjà censées ne plus fonctionner depuis décembre 2022, Google a prolongé leur durée de vie pour ne pas empêcher les entreprises qui en dépendent de les utiliser. Une option cachée permettra encore de les faire fonctionner pour Chrome 113 et 114, mais après, ce sera terminé. Alors, cette version 112 en bêta stable du navigateur de Chrome est pour l'instant disponible pour Windows, Mac et Android. Vous pouvez vous rendre sur la page de Google Chrome dédiée pour télécharger la version compatible avec votre appareil. Google Drive, une nouvelle limitation qui a été retirée. Quelque part entre février et mars, Google a déployé une nouvelle mise à jour pour Google Drive, sa plateforme de stockage et de partage de fichiers en ligne. Orientée vers la stabilité du service et ses performances, elle a pourtant beaucoup fait réagir. Sur Reddit, un utilisateur annonce avoir reçu un message qui lui réclamait de supprimer 2 millions de fichiers pour pouvoir continuer à utiliser Drive.
2 millions de fichiers quand même. Sans communication, difficile de savoir que cela correspondait en réalité à une limite de création et d'enregistrement de fichiers dans Google Drive affichée à 5 millions dans un message d'avertissement qui a commencé à apparaître en mars. Eh bien, Google a finalement confirmé que la mise à jour a bien introduit cette limitation du nombre de fichiers que l'on peut créer auprès de tous les utilisateurs avant d'indiquer qu'elle avait finalement été supprimée, cette limitation. Et je les cite, « Nous avons récemment déployé une mise à jour du système pour les limites d'éléments Drive afin de préserver la stabilité et d'optimiser les performances. Bien que cela n'ait touché qu'un petit nombre de personnes, nous annulons ce changement alors que nous explorons des approches alternatives pour garantir une expérience formidable pour tous. » Si cette limitation à 5 millions de fichiers ne concerne pas les documents partagés créés par d'autres, elle a fait grincer quelques dents. Il est notamment reproché à Google d'avoir agi dans l'ombre et sans avertir personne, que ce soit sur Drive, Workspace ou encore Google One, et d'avoir inclus une limite de quantité alors que le stockage n'était pas plein, même pour les personnes qui payaient l'extension. Autrement dit, certaines personnes auraient pu se retrouver à payer pour 2 téraoctets de stockage sans pouvoir pleinement les utiliser. Le nombre d'utilisateurs concernés reste relativement faible, mais le fait que Google fasse marche arrière montre bien que quelque chose était réellement problématique. Cela signifie-t-il que cette limitation ne reviendra pas? Il y a en effet peu de chances qu'elle revienne sous cette forme, mais Google réfléchit activement à d'autres pistes pour optimiser le fonctionnement de Drive. Reste à savoir si ces futures options seront payantes ou non, et si les utilisateurs seront prévenus suffisamment à l'avance. Google lance un pont entre Android et Windows. Si vous utilisez un iPhone avec un Mac, vous profitez d'une parfaite intégration entre votre téléphone intelligent et votre ordinateur grâce à AirDrop. En revanche, si vous utilisez un smartphone Android et un PC sous Windows, ce qui est très fréquent, vous ne profitez pas de cet avantage. Mais la bonne nouvelle, c'est que Google est en train de corriger cela. La firme de Mountain View vient de lancer en bêta l'application Nearby Share pour les PC sous Windows, qui permet un partage de fichiers facile entre Android et Windows à condition d'installer la nouvelle application. Pour rappel, Nearby Share est l'équivalent d'AirDrop sur l'écosystème de Google. Proposé depuis des années, ce système permet de partager des fichiers, des liens facilement entre les smartphones Android, les tablettes Android et les Chromebooks. La nouveauté, cette fonctionnalité prendra aussi en charge Windows, mais il faudra installer l'application Nearby Share sur l'ordinateur Windows. Malheureusement, la bêta n'est pas encore disponible dans le monde entier. Google indique dans une page d'aide que celle-ci n'est pas encore disponible, exemple en France et dans plein d'autres régions européennes. Et je ne les nommerai pas tous, j'irai voir l'article. Pour utiliser Nearby Share pour Windows, il faudra aussi avoir un PC sur Windows 10 ou plus récent et en 64 bits. Sur le téléphone intelligent, il faudra avoir la version 6.0 d'Android. De plus, les deux appareils doivent avoir le Bluetooth et être connectés au même réseau Wi-Fi ou Ethernet. Si l'utilisateur remplit tous les critères et qu'il a installé l'application disponible sur le site Android, des partages de fichiers faciles entre Android et Windows fonctionnent sur une distance de 5 mètres. Malheureusement, on ne sait pas quand Google lancera la version finale de cette application pour Windows. Et on ne sait pas quand la firme proposera cette nouveauté en France. En tout cas, celle-ci explique qu'elle continue d'améliorer l'expérience de partage de fichiers grâce aux retours récoltés durant la bêta. Google compte aussi inclure d'autres appareils dans son écosystème dans la boucle. Ils font probablement allusion à un pont entre les PC sous Windows et ceux sous Chrome OS. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Twitter vient de lancer l'abonnement pour les entreprises. Mais il y a une petite mise à jour, je vais vous la lire après l'article. Twitter lance un nouvel abonnement à 1140 € ou 1000 $ américains, je crois, pour les entreprises, les gouvernements et les ONG, baptisé Verified Organizations. Ce nouvel abonnement donne accès au nouveau système de vérification de l'ère Elon Musk. S'il s'agit d'une entreprise ou d'une ONG, le compte aura un badge doré ainsi qu'une image de profil carré. S'il s'agit d'un gouvernement ou d'une organisation multilatérale, le compte aura un badge gris.
Hein? Ce nouveau système pour vérifier les comptes des organisations était déjà visible sur la plateforme depuis un moment. Cette semaine, Twitter lance officiellement son nouveau produit dans le monde entier. Et je le cite, « Nous envoyons maintenant des invitations par courriel aux organisations approuvées de la liste d'attente », indique la plateforme. Le système proposé par Twitter est assez intéressant, mais les tarifs, en revanche, sont élevés. Aux États-Unis, il faudra compter 1 000 $ américains par mois. En France, l'abonnement, on le dit, 1 140 € par mois. De plus, les organisations utilisant ce nouveau produit Twitter devront payer encore plus si elles souhaitent affilier des comptes. En effet, sur le nouveau système de vérification, une organisation ou un gouvernement peut affilier d'autres comptes. Je cite, « Vous pouvez affilier toute personne qui représente ou est associée à votre organisation. Bon, dirigeants, journalistes, équipes, joueurs sportifs, politiciens, services clients, franchises, sous-marques, produits, etc. » Explique une page d'aide de Twitter. Lorsqu'un compte est affilié à une entreprise, le logo de cette entreprise s'affiche à côté de son nom sur Twitter. Et ce système d'affiliation est aussi disponible pour les simples employés. Cependant, pour affilier un compte, il faudra payer 60 € par mois et par compte affilié. Mais, petite mise à jour durant la semaine, Twitter a changé d'idée. Hein, alors, pour les 10 000 compagnies les plus suivies sur Twitter, eh bien, cette fameuse batch de certification sera gratuite. Spotify ferme l'application Spotify Live. C'était initialement, là c'est un article en anglais, là, je vais improviser, c'est traduit, mais initialement ça s'appelait Spotify Green Room, c'était au tout début de la pandémie, un petit peu en même temps que Clubhouse et tout ça. Spotify indique plutôt qu'il continuera à offrir de l'audio en direct de manière limitée sur l'application principale Spotify, telle que les soirées d'écoute, une fonctionnalité qui permet aux meilleurs fans de se connecter avec des artistes dans un espace virtuel. Le Board, qui est un journal, a contacté Spotify pour plus d'informations sur la question de savoir si les fonctionnalités de Spotify Live existeront toujours dans l'application audio principale. Mais la société a refusé de développer. Alors que l'application Spotify Live est complètement fermée, nous continuerons à investir, à innover et à expérimenter de nouveaux formats pour les créateurs et les auditeurs du monde entier. Le service de streaming de musique a d'abord lancé l'application audio uniquement en 2021 sous le nom de Green Room. La société a construit l'application en réponse à tout le battage médiatique entourant l'application audio sociale Clubhouse et a même acquis le service audio en direct Betty Labs pour 57 millions €. Et selon Spotify, nous pensons qu'il y a un avenir pour les interactions en direct dans l'écosystème Spotify. Cependant, sur la base de nos apprentissages, cela n'a plus de sens en tant qu'application autonome. Nous avons vu des résultats prometteurs dans le cas d'utilisation axée sur l'artiste des soirées d'écoute que nous continuerons d'explorer pour faciliter les interactions en direct entre artistes et fans. Alors, il y en a deux ou trois applications qui sont Reddit Talk, application sociale audio, est disparue cette année. Et maintenant, Spotify Live. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec Twitter Space. Audible ou Audible, une nouveauté d'Amazon qui ne va pas plaire. Pour accéder à la vaste bibliothèque de livres audio Audible, il faut aujourd'hui les acheter comme dans une librairie, mais avec un abonnement au service donnant droit à des crédits mensuels servant à acquérir les ouvrages désirés. Amazon teste actuellement une nouvelle voie qui pourrait permettre d'écouter des livres pour moins cher. Amazon n'est pas étranger à la publicité, bien au contraire. Oh, la publicité, je les vois venir. Les liseuses Kindle se déclinent généralement en deux versions. Une sans pub, plus chère, une avec la pub qui s'affiche sur l'écran en veille. En contrepartie, l'appareil est plus abordable. Le géant du commerce en ligne teste quelque chose d'assez similaire pour Audible, la plateforme de livres audio leader sur son marché. Aux États-Unis et dans plusieurs autres pays non spécifiés, Amazon propose une formule en partie financée par la publicité.
Comme l'explique Amazon sur une page de support, il s'agit d'un test pour les utilisateurs qui ne sont pas membres d'Audible. Ils ont de la sorte accès à un nombre limité de livres. Le nombre de publicités est limité à 8 spots ou clips publicitaires dans une période de 24 heures, peu importe le titre. Amazon s'arrange aussi pour s'assurer que les publicités ne soient pas entendues trop fréquemment dans un court laps de temps. Pas question de dégoûter le lecteur-auditeur, mais mettez pas de publicité. Le groupe explique tester de temps en temps de nouveaux produits et services afin de déterminer l'intérêt de ses clients et de jauger leurs besoins. Exemple, en France, l'abonnement Audible coûte 9,95 € après une période de gratuité de 60 jours. Chaque mois, l'abonné reçoit un crédit à échanger contre un livre qui lui appartient ensuite pour toujours. Je ne savais pas ça. Un abonnement Premium Plus vendu aux États-Unis à 14,95 $ US comprend un livre gratuit supplémentaire par mois en plus du crédit. Reste maintenant à savoir plus précisément de quelle manière Amazon compte utiliser les publicités. Est-ce pour créer une offre gratuite à Audible ou pour lancer un abonnement meilleur marché à la manière de Disney+ ou de Netflix? Toutes ces plateformes se battent non seulement pour avoir l'attention d'utilisateurs de plus en plus sollicités de part et d'autre, mais aussi contre les baisses du pouvoir d'achat de ces mêmes utilisateurs. Consommateurs de contenu n'ont plus vraiment d'autre choix que d'arbitrer entre ces différents services pour économiser sur leur budget culture. La règle 3-2-1. C'est le 31 mars qu'a eu lieu la Journée mondiale de la sauvegarde informatique, une initiative que des centaines d'internautes auraient sans doute dû suivre pour éviter certaines déconvenues. En effet, il arrive que des pirates vident des espaces de stockage ou plus simplement dérobent les mots de passe et prennent le contrôle des comptes dans le nuage, comptes cloud, souvent liés à une adresse de courriel. On les appelle les info-stealers. C'est des logiciels malveillants qui fouillent dans les gestionnaires de mots de passe. Ils sont en vogue et de plus en plus d'individus et d'entreprises perdent définitivement l'accès à l'ensemble de leurs fichiers en l'espace de quelques minutes. Pour éviter un problème similaire, rappelons quelques règles d'hygiène informatique utiles pour protéger vos données. En informatique, il existe une méthode assez simple à retenir pour protéger ces données au mieux. La règle 3-2-1. Pour toutes vos données sensibles, vous devriez avoir 3 copies sur 2 supports différents et dont un est gardé dans une autre localisation. Illustrons le principe concrètement. Si, disons, je veux à tout prix conserver des photos de mon week-end de 2004 à Paris, il faut que je réalise 2 copies de ces fichiers en plus du dossier photo original. J'aurai ainsi 3 sauvegardes. Ensuite, pour réduire encore plus le risque, il est conseillé de faire ces copies sur au moins 2 supports différents. L'une peut, par exemple, être sur un disque dur interne et l'autre sur une carte SD. La copie qui reste devrait être stockée loin de chez vous, par exemple sur le cloud. Ainsi, même en cas d'incendie ou de cambriolage, vous ne perdez pas vos données. Très utilisée dans le monde professionnel, cette règle est plus difficilement applicable par le grand public. Faire des copies de plusieurs centaines de gigaoctets de données n'est pas toujours aisé. Mais si vous avez des fichiers de la plus haute importance, le début d'un roman, votre thèse, une photo précieuse, un budget. Alors, il est utile d'investir un peu de temps et d'argent pour protéger au moins ces fichiers-là. Pour une machine connectée à Internet, ne pas suivre les mises à jour constitue aussi un vrai risque. Avoir un appareil à jour est le meilleur moyen de se prémunir contre d'éventuelles attaques, puisque le constructeur lui-même mène des audits de sécurité sur ses appareils. Ce conseil vaut aussi pour vos téléphones intelligents, votre ordinateur, vos ampoules connectées ou votre télé intelligente. N'importe quel appareil connecté à Internet est un point d'accès potentiel dans votre réseau. General Motors retire Apple CarPlay et Android Auto. Android Auto et Apple CarPlay permettent à des millions d'utilisateurs de suivre un itinéraire ou encore d'écouter de la musique via l'écran intégré d'une voiture. C'est génial, Apple CarPlay. Il permet même de payer son plein d'essence directement depuis l'habitacle.
Android Auto, sûrement aussi génial, quant à lui, permet de passer des appels WhatsApp au volant de son véhicule. Mais le géant de l'automobile General Motors semble bouder ces deux systèmes. Il ne permettra plus leur utilisation dans ses prochaines voitures électriques. Selon le fabricant, ce changement vise à fournir un accès transparent à la nouvelle expérience d'infodivertissement entièrement alimentée par Google. Celle-ci inclut notamment Audible, Spotify, Google Maps ou encore Google Assistant. Et si la plupart de ces applications étaient déjà disponibles en utilisant son téléphone intelligent, General Motors veut tout simplement plus les inclure directement à bord de ses voitures électriques. Toutefois, ce changement n'impactera que les véhicules, les véhicules électriques, c'est ce que ça dit. En effet, les voitures thermiques de General Motors seront toujours compatibles avec Apple CarPlay et Android Auto, mais plus pour très longtemps, la firme prévoyant de passer au tout électrique en 2035. En effet, l'intérêt principal de ce changement est d'optimiser la batterie du véhicule. Par exemple, lorsque le propriétaire d'une voiture électrique se dirige vers une station de charge, le logiciel natif du véhicule peut commencer à réchauffer la batterie afin qu'elle soit prête pour une recharge plus rapide. General Motors indique ainsi, et je les cite, « Cela maximiserait l'autonomie et minimiserait le temps passé par le client à la station de recharge », qui n'est pas une mauvaise idée. Bonne nouvelle cependant, General Motors, qui possède des marques telles que Cadillac, Chevy, GMC et Buick, ne coupe pas complètement l'accès à CarPlay et Android Auto. Les automobilistes pourront en effet connecter leur téléphone à leur véhicule via Bluetooth pour passer des appels main libres, envoyer des messages vocaux ou encore écouter de la musique. ChatGPT laisse fuiter les informations bancaires de ses utilisateurs. Ces derniers temps, il devient presque impossible d'échapper au débat concernant l'intelligence artificielle. En plein essor, cette technologie passionne autant qu'elle inquiète. Génération de textes, d'images, on en a parlé tantôt, création de deepfakes, reproduction des voix. L'IA ne connaît plus aucune limite. Face à cette évolution fulgurante, les différents programmes se retrouvent criblés de tous les regards, si bien que de nombreux soucis commencent déjà à faire surface. Puisque la plateforme fascine, celle-ci n'a pas tardé à mettre en place un système de souscription afin de garantir un accès prioritaire aux utilisateurs les plus importants. Il faut tout de même compter 24 $ par mois américain pour cette formule, soit une dépense loin d'être destinée aux visiteurs occasionnels. Néanmoins, les fans de la plateforme prêts à débourser cette somme risquent de perdre sérieusement confiance en ce service. Certains abonnés se retrouvent concernés par un énième bug bien plus risqué. La plateforme, pendant un processus de désactivation, je ne sais pas trop c'est quoi, la plateforme s'est mise à diffuser des informations personnelles et confidentielles à des utilisateurs qui n'en étaient pas la cible. Parmi ces données fragiles, des informations bancaires précieuses. Dans un communiqué officiel, OpenAI essaie tant bien que mal de limiter la casse. La réputation de la plateforme et de ses fonctionnalités est déjà en chute libre et n'a probablement pas besoin d'un scandale supplémentaire. Pourtant, celle-ci se contente de confirmer qu'il s'agit d'un bug et non d'une attaque sans apporter d'explication ou de justification. Et je les cite, dans les heures qui ont précédé la désactivation de ChatGPT ce lundi, certains utilisateurs ont pu apercevoir les informations d'autres utilisateurs actifs. À savoir le nom et le prénom, l'adresse de courriel, l'adresse de facturation, les 4 derniers chiffres d'une carte bancaire et la date d'expiration de celle-ci. L'ensemble des chiffres ont pu être consultés. L'ensemble des chiffres de la carte n'ont pu être consultés à aucun moment. Toujours d'après OpenAI, ce souci concernerait seulement 1,2% des abonnés du service. Il y a donc peu de chances que vous soyez concerné par cette fuite. Cependant, celle-ci prouve une fois de plus que la montée en puissance de ChatGPT est disproportionnée face à la gestion qui en est faite. 100% d'accord. La firme spécialisée dans l'intelligence artificielle ne semble pas être prête à faire face au nombre croissant d'utilisateurs et à la surmédiatisation. Bientôt une imprimante à bière belge. Vous connaissez la cuisine moléculaire, voilà que vous allez maintenant pouvoir vous pencher sur la bière moléculaire. En Belgique, la start-up Bar.on a annoncé jeudi la concrétisation de sa première imprimante permettant de contourner le processus de fermentation des brasseries pour obtenir des blondes, des brunes comme des ambrées
et en quelques secondes. L'imprimante sera donc chargée de cartouches à arômes qu'elle viendra mélanger avec de l'eau pour obtenir à la carte de la bière de votre choix. Même le degré d'alcool peut y être modulé. Tous les plans et les prototypes sont prêts. Il ne manquera plus à Bar.on que d'obtenir un contrat avec un fabricant pour y commercialiser ses machines. Qu'en sera-t-il du prix? Pour répondre à cette question, il faudra là encore attendre un peu. Tout dépendra du processus de fabrication et des coûts des imprimantes de son futur partenaire. En revanche, il est possible de s'inscrire pour pouvoir avoir la chance de tester en avant-première l'innovation. Bar.on propose de s'inscrire sur son site en laissant son adresse courriel pour rester informé. L'objectif de la start-up est d'obtenir un produit qui soit dans le même temps responsable. Le fait de pouvoir produire de la bière directement de chez soi permettant de supprimer le facteur transport important dans l'impact écologique de la boisson. Et je cite, la bière est composée à plus de 90% d'eau. C'est la même chose qui coule de notre robinet. Si nous permettons aux gens de recréer la bière au niveau moléculaire, nous pourrons réduire considérablement l'expédition d'eau de marque, l'empreinte carbone associée et le besoin d'emballage, ajoutait dans un communiqué le cofondateur de Bar.on, Dirk Standard. Kevin Verstrepen. Bonjour, M. Verstrepen, qui est un professeur de microbiologie à l'université de Leuven, Université de Louvain, a grandement participé dans l'élaboration de l'imprimante à bière Made in Belgique. Lui et les membres de son institut de recherche ont notamment travaillé sur l'intégration des arômes naturels de la bière dans les petites cartouches de l'imprimante. Je le cite, nous avons découvert comment capturer ces composés naturels et les combiner dans de petites cartouches. Ces composés mélangés à l'eau du robinet vous permettent de recréer n'importe quelle bière au niveau moléculaire, explique la société, avant de préciser qu'il en résulte un ensemble élaboré de données chimiques et sensorielles de pas moins de 250 bières différentes, la base parfaite pour créer les recettes de bières moléculaires de Bar.on. En attendant d'en savoir plus sur les premiers essais et le début de la commercialisation des imprimantes, Bar.on informe qu'elle serait en préparation d'un nouveau tour de financement. L'entreprise aussi embauche actuellement 20 personnes et compte continuer à collaborer avec des équipes d'ingénieurs et de développer son marketing et le design de ses produits. Toujours dans le domaine de la bière, eh bien, boire de la bière pourrait nous aider à sauver le climat. Et si consommer de la bière contribuait très indirectement à sauver le climat, les scientifiques de l'université Friedrich Schiller d'Iéna, en Allemagne, accompagnés de chercheurs espagnols, viennent en tout cas de réaliser une avancée très prometteuse en utilisant des déchets issus d'une brasserie locale. Concrètement, ils ont recouru au drèche en tant que biosource dans l'idée de produire des matériaux destinés à des systèmes de stockage d'énergie électrochimique. Et selon TechSplore, ce fut une bonne surprise car ils ont pu produire du carbone qui sert d'électrode pour les batteries, ainsi qu'un charbon actif qui peut faire office d'électrode pour les supercondensateurs. De quoi garantir une efficacité satisfaisante et une haute densité énergétique. Utiliser un tel matériau présente de vrais avantages. En effet, comme l'expliquent les scientifiques, les drèches sont disponibles en grande quantité dans l'Union européenne. Les brasseries sont également plutôt bien réparties sur le territoire, facilitant ainsi l'accès à ces matières premières. Andrea Balducci de l'Université d'Iéna se montre optimiste pour l'avenir et je le cite, « Nous travaillerons sur d'autres projets pour mieux comprendre les avantages et les limites de l'utilisation de ce matériau abondant afin qu'il puisse être utilisé plus largement dans la production de stockage d'énergie durable. » Alors que les énergies renouvelables prennent de plus en plus d'ampleur dans nos mix énergétiques, l'enjeu du stockage devient criant. En effet, ces dernières sont intermittentes et la préservation de l'électricité produite est impérative, sans quoi les efforts de décarbonation pourraient être réduits à néant. Dans ce domaine, les initiatives se multiplient en Europe à l'image du projet Pillswood. Un centre situé au fin fond de l'Angleterre va permettre de conserver jusqu'à 196 MWh d'électricité. Ce n'est qu'une goutte d'eau par rapport aux besoins, car on estime qu'au sein de l'Union européenne, les besoins de stockage se situent
à 200 gigawatts d'ici 2030 et à 600 gigawatts d'ici 2050. À noter que certaines entreprises ont aussi flairé le filon. Et c'est notamment le cas de Tesla et de son Powerwall. Il s'agit d'une batterie qui permet de stocker les excès d'énergie produits par les panneaux solaires. Il vient pallier le réseau électrique principal au cas où la batterie s'épuiserait suite à des périodes prolongées de mauvais temps. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur www.audiophile.com. Il y a même une section nommée Docu, le rendez-vous tech d'Audiophile intégral avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Et oui, c'est terminé pour aujourd'hui. Une semaine d'attente. Ça va être long, Je le sais, c'est dur, c'est très dur, mais à un moment donné, il faut ce qu'il faut, Oui, dans une semaine, on se retrouve pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!